Et dans le temps de l'info sur LCI, rendez-vous avec Paul Laroutureau tous les jours à 11h, puisque tout est Paul. Bonjour mon cher Paul. Bonjour Juliette Bartichou. Alors vous avez lu pour nous un rapport très important qui a déjà produit son effet. Exactement. Les Chinois sont furieux. Vous pouvez vraiment le dire. Il parle de conspiration. Les Chinois sont furieux. Pourquoi, évidemment, sur la cause ouïghour? Pourquoi? Eh bien, parce que l'ONU a mis en ligne au milieu de la nuit, à 23h47 pour être précis, ce rapport très important, très attendu. On va tout vous expliquer. 48 pages uniquement en anglais. Je vous traduis. On peut y lire que l'ampleur de la détention arbitraire et discriminatoire des membres des Ouïghours et d'autres groupes à prédominance musulmane peut constituer des crimes internationaux, en particulier des crimes contre l'humanité. On va y revenir sur la notion de génocide. Les allégations faisant état de pratiques récurrentes de la torture ou des mauvais traitements, notamment des traitements médicaux forcés et de mauvaises conditions de détention, sont crédibles, tout comme le sont des allégations individuelles de violences sexuelles et fondées sur le genre. Et là, je vais vous parler chiffon. Pourquoi? Parce que 20% environ du coton provient du Xinjiang, la province des Ouïghours, et parce que tout est politique. En me documentant sur cette question, on m'a fait remarquer que cette veste, dont je ne donnerai pas la marque, qui est faite en coton, est peut-être, probablement, on ne sait pas exactement, comme elle vient de Chine, peut-être faite par les Ouïghours. Et là, on s'est dit, est-ce que les Parisiens, est-ce que les Français en sont conscients? Donc, avec Alexis Tessier, on a fait un petit micro-trottoir en sortant du shopping politique, parce que tout est politique, avec cette question. Quand vous achetez des vêtements, est-ce que vous pensez aux Ouïghours? Au quoi? Aux Ouïghours? Non, pas du tout. Non, pas vraiment. Pas du tout. Par exemple, quand vous achetez des vêtements, est-ce que vous êtes attentive à sa provenance? J'essaye, mais c'est très difficile en fait. On n'est pas forcément sensibilisé. Quand j'achète que ce soit une paire de chaussures, un vêtement ou quoi, effectivement, je regarde la provenance. Oui, ça peut m'arriver sur certains vêtements. Justement, je pense que selon le prix, je regarde le prix, je regarde notamment la provenance. C'est quand je le sais, j'évite, mais quand je le sais pas, je vais pas être. Ça va pas une marque justement qui va m'attirer plus. Bah oui, j'y pense parce que en fait, j'évite d'acheter du neuf, tout simplement. J'essaie de regarder les étiquettes, j'essaie de faire en sorte que ce soit fabriqué plutôt en Europe. C'est pour ça que j'achète pas souvent. Première question que vous m'avez posée, j'étais un peu surprise. Parce que c'est pas ce qu'on entend tous les matins. Aujourd'hui, tous les matins, on entend parler de l'Ukraine, on sait ce qui se passe, mais on ne sait pas ce qui se passe chez les Ouïghours, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas assommé médiatiquement. Et pourquoi d'après vous? Déjà, l'État, et secondo, les médias. Il faudrait en parler beaucoup plus. Vous avez raison, madame, on vous prend au pied de la lettre, on va en parler. Exactement. Au quoi? Je retiens sa première réponse. Les Ouïghours, au quoi? Et elle demande à être plus informée. Et c'est pour ça qu'on reçoit Jean-Claude Samouillet, président d'Amnesty France. Bonjour, monsieur. Ouh, attention. Ah oui, ça c'est... Attention, le piège, il est là. Là, je vais descendre. Nous ne sommes pas dans un vaudeville, mais vous l'avez bien descendu. Bonjour à vous, Paul. Bonjour, merci beaucoup d'être là et d'avoir évité de tomber sur la marche. On fera attention la prochaine fois. Nouveau président d'Amnesty depuis cet été. Et vous avez... France. Et vous avez tweeté ceci: Madame la haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, votre rapport doit être publié instamment. La communauté internationale doit connaître les crimes contre l'humanité commis dans le Xinjiang par le gouvernement chinois et tout mettre en œuvre pour qu'ils cessent. Ce rapport a enfin été publié. Pour la petite histoire, 15 minutes avant la fin du mandat de Madame Bachelet. Pourquoi ce rapport est-il si important et pourquoi il a tant tardé? Ce rapport, il existe depuis 2021. Il est dans les tiroirs de Mme Bachelet depuis 2021. Et nous n'avons cessé, au cours de ces derniers mois, de réclamer sa publication. Nous, Amnesty International, mais également d'autres ONG. Parce qu'il est très, très important que l'ONU et le Haut Commissariat aux droits de l'homme reconnaissent les crimes contre l'humanité qui sont commis dans le Xinjiang, à l'est de la Chine, envers les minorités musulmanes, les Ouïghours en majorité, qui composent cette population, mais également les Tadjiks, les Ouzbeks et toutes les minorités musulmanes. Donc c'est très important. Et nous avons réclamé depuis des mois et des mois la publication de ce rapport. Ce rapport a été publié 15 minutes avant la fin du mandat de Michelle Bachelet. Elle a rempli sa promesse. On rappelle, commissaire des droits de l'homme. Haute commissaire aux droits de l'homme, qui avait fait une mission au mois de mai de 8 jours en Chine, dont 2 jours dans le Xinjiang, qui avait déçu tout le monde en fait. Justement, regardez comment la commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet, choisit ses mots, c'est important les mots en politique. Regardez le fond derrière elle et regardez, vraiment, elle est très précautionneuse pour le dire pudiquement, précautionneuse. Cette visite n'est pas une enquête, c'est l'occasion de discuter directement des droits de l'homme avec les plus hauts dirigeants chinois. Nous avons pu nous écouter, explorer la voie à des interactions plus régulières et plus significatives pour l'avenir.
Est-ce qu'elle a été manipulée selon vous, Michel Bach? Elle a été très encadrée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pu, en mai, je parle de sa mission en mai, elle était encadrée, ses trajets étaient organisés à l'avance, elle n'a pas pu rencontrer qui elle voulait, elle n'a pas pu se rendre dans les centres de formation, entre guillemets, mais en réalité, ce sont des centres de rétention et de détention où est pratiquée la torture de façon systématique. On va y revenir là-dessus. Et donc, nous étions très déçus par cette visite, nous étions très déçus par le communiqué qu'elle avait fait à la fin de cette visite, mais néanmoins, la publication du rapport de 2021 a été publiée cette nuit, et c'est un grand pas dans la reconnaissance des crimes contre l'humanité en Chine et dans le Xinjiang en particulier. C'est un grand pas, mais il n'y a pas, j'ai relu attentivement ces 48 pages en anglais, à moins que j'ai mal lu, mais je ne le pense pas, il n'y a pas le mot génocide. Je rappelle qu'en janvier dernier, l'Assemblée française a qualifié de génocide donc ce traitement des Ouïghours en Chine, tout comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas ou le Canada, mais dans son rapport, l'ONU n'utilise pas ce terme. Avant de vous laisser répondre, j'aimerais qu'on voit la définition du mot génocide. C'est un crime contre l'humanité tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Est-ce que c'est une défaite pour vous, en tant que patron d'Amnesty, qu'il n'y ait pas le mot génocide dans ce rapport? Amnesty International n'a jamais parlé de génocide. Amnesty International elle a toujours publié le terme de crime contre l'humanité, ce qui est déjà très très grave. C'est quoi la différence? La différence, c'est que le génocide, c'est l'éradication, comme vous venez de le souligner, c'est l'éradication d'une population ou d'une grosse partie de cette population. Le crime contre l'humanité, c'est un degré de gravité inférieur, mais c'est quand même très très grave sur l'échelle des meurtres internationaux. Donc, il ne faut pas jouer sur les mots. Nous, Amnesty International, nous n'avons pas suffisamment de preuves aujourd'hui pour qualifier ce qui se passe dans le Xinjiang de génocide. L'ONU, visiblement, tire les mêmes conséquences, mais c'est vrai que d'autres ONG, et c'est vrai que l'Assemblée nationale française, canadienne, des États-Unis, des Pays-Bas avaient qualifié ce qui se passait dans le Xinjiang de génocide. Juste, vous dites c'est très important ce rapport. Pourquoi il va changer quoi? Il va changer parce qu'aujourd'hui, seules les ONG avaient communiqué sur les violations massives des droits de l'homme en Chine, et là, c'est l'ONU. Oui, mais qu'est-ce que ça va changer? Alors l'ONU appelle à ce que la communauté internationale prenne des sanctions contre la Chine, contre les autorités chinoises. On ne sait pas si elles vont réellement être prises, mais la communauté internationale s'émeut de ce qui se passe en Chine, et on est en train de fissurer encore un peu plus le déni des autorités chinoises sur ce qui se passe dans cette province à l'est de la Chine. Et c'est très important pour nous. Une grande partie de la communauté internationale condamne ce qui se passe en Chine, donc avec ces Ouïghours, mais ce n'est pas vraiment suivi d'actes, justement, vous en parliez, on continue de faire affaire, par exemple, avec les Chinois. Emmanuel Macron, il avait reçu en visite d'État Xi Jinping en 2019, ils sont entretenus par téléphone, c'était le 10 mai. Mais on va quand même pas lancer une guerre avec la Chine pour les Ouïghours. C'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République. On est en 2020. Concernant la situation des Ouïghours, aujourd'hui, beaucoup pointent une certaine forme d'inaction de votre part. Qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui? D'abord, je trouve que c'est assez injuste, parce que je l'ai dit, je me suis engagé, je l'ai dit publiquement, surtout, je l'ai dit à mes homologues chinois. De là où je suis, quelle est l'action utile que je dois mener? Je ne vais pas déclencher la guerre à la Chine sur ce sujet. Je ne vais pas déclencher la guerre à la Chine sur ce sujet, c'est évidemment pas ce que vous demandez, mais qu'est-ce que peut faire la France pour essayer d'imprimer sur ce dossier? Donc, en général, nous, Amnesty International, nous demandons des sanctions envers les autorités, c'est-à-dire envers les responsables politiques des États qui violent massivement les droits humains, le gel des avoirs, les interdictions de circuler, et des choses comme ça. Et en l'occurrence, pour le Xinjiang, nous demandons à ce qu'il n'y ait plus de commerce en rapport avec le travail forcé. Je voyais votre reportage auparavant, c'est pas tellement les produits qui viennent du Xinjiang, mais c'est les produits qui viennent des usines où sont utilisés le travail forcé dans le Xinjiang, qui est très très important. Et là, vous savez que la France a une loi qui est très importante et qui est en avance sur les autres pays, c'est la loi sur le devoir de vigilance des entreprises. C'est-à-dire qu'une multinationale française doit veiller tout au long de sa chaîne logistique, à ce qu'il y ait un respect de l'environnement et un respect des droits humains. Et nous demandons que cette loi soit respectée pour les entreprises qui commercent avec la Chine et le Xinjiang en particulier. Quand vous parlez de gel des avoirs, vous aimeriez par exemple que Xi Jinping soit directement menacé de ce type de sanctions? Oui, voilà, comme le président chinois, les hauts dignitaires du régime. Venir comme ce qui est fait par exemple sur un dossier différent avec la Russie. Exactement. Donc c'est ce que nous demandons. Ça ne prend pas le chemin, très compliqué. Mais nous demandons surtout
Amnesty International demandait surtout la mise en place d'un mécanisme indépendant de contrôle de ce qui se passe dans le Xinjiang. C'est-à-dire qu'une visite est très importante, la publication d'un rapport est très importante, mais nous aimerions qu'il y ait un organisme indépendant, pérenne, si vous voulez, pour qu'on sache exactement ce qui se passe dans le Xinjiang. C'est intéressant parce qu'on a beaucoup parlé de la Chine dans l'émission précédente et on a vu à quel point Xi Jinping privilégiait au contraire l'enfermement de son peuple, même sur la courbe économique. Donc l'ouverture vers ce type d'initiative semble encore plus difficile que hier. Xi Jinping souhaite une société homogène, laïque, basée sur les préceptes du Parti communiste chinois, et veut qu'il n'y ait plus du tout, il n'y ait qu'une seule voix, qu'il n'y ait qu'une seule culture, et est en train d'éradiquer dans le Xinjiang la culture ouïghour, la culture musulmane, la langue ouïghour. Dans les centres de détention dont on parle, il est formellement interdit de parler le ouïghour, il faut parler le mandarin, et c'est occulter toute cette civilisation. L'éradiquer complètement. Alors justement, il y a très peu de rescapés de ces camps, mais il y a quand même quelques témoignages, dont celui-ci. Bu dehşetliklarni bir kun unutib qolganim yo'q. Chunki men bir ayol kishi, mening qizim bor, hech kim bunday xo'rliqlarga qolmasin. Bu yerdagi Xitoy soqchilar tutqunlarni odam qatorida ko'maydi. Ular hattoki atalmish sinflarga kirib chiqish jarayonidami eshiklardan, temir eshiklardan xuddi it qo'xshash o'milatkizib chiqib, Kürdan hammasi manqarta telefonning hammasini aytib keyin hech qanday hozir qadar aloqam yo'q. Qizim Xitoyda turmuşda öldüm yoki hayotmi, o'g'limni shundoq bilmayman. C'est ça qui fait avancer la cause, bien sûr. Ces témoignages. Vous avez fait votre propre rapport bien avant l'ONU intitulé « Internement, torture et persécution perpétrées à une échelle massive contre les musulmans du Xinjiang ». Des personnes sont emprisonnées pour connaître une personne qui serait allée à l'étranger, si la taille de leur barbe est trop longue, ou pour avoir téléchargé certaines applications. Et puis, vous savez, dans notre civilisation, j'allais dire dans notre époque aujourd'hui, tout passe, vous venez de le dire Elisabeth, par les images. J'aimerais qu'on regarde deux images. Celle-ci, c'est quoi ça, cette chaise? Voilà, on va la voir tout de suite, il y a une chaise, voilà. C'est ce qu'on appelle la chaise du tigre. Voilà. Racontez-nous, c'est quoi la chaise du tigre? La chaise du tigre, c'est une chaise dans laquelle sont entravées, sont placées des personnes, les nouveaux arrivants notamment, ou les personnes qui ont contrevenu au règlement des centres de rétention. Donc ils sont placés dans ces chaises du tigre, ils sont enchaînés, ils sont attachés, et les positions sont insupportables. Et parfois, les personnes restent des heures. Et une personne, nous avons documenté le cas d'une personne qui est restée 72 heures dans cette chaîne du tigre, qui a déféqué sur elle, parce qu'elle ne pouvait pas sortir, elle était vraiment enchaînée. Entravée dans cette chaîne du tigre devant ses compagnons, et cette personne est décédée au bout de 72 heures. Les nouveaux arrivants, pourquoi? Tous les nouveaux arrivants, il faut qu'ils rentrent dans le moule. Alors, vous pouvez être arrêté pour n'importe quoi. Si vous êtes une personne suspecte, vous pouvez être arrêté dans la rue. Oui. Si vous avez un téléphone avec WhatsApp, vous pouvez être arrêté. Si vous avez la photo... même quand vous arrivez. Ouais. C'est le traitement qu'on vous réserve dès que vous pénétrez dans... Les premiers jours, vous êtes positionné dans des positions insupportables pour vraiment que vous rentriez dans le moule et que vous soyez vraiment dans le fil droit. Vous n'avez pas le droit de parler. Et si on vous donne l'autorisation de parler, il faut parler le mandarin et surtout pas le ouïghour. Et si vous contrevenez au règlement intérieur, qui est très très dur, vous êtes surveillé continuellement. Quand vous mangez, quand vous dormez, quand vous allez aux toilettes, vous êtes surveillé continuellement. Vous avez des cours de mandarin le matin, des cours d'idéologie l'après-midi, des cours sur les méfaits de l'islam en fin d'après-midi. Enfin, vous êtes vraiment conditionné. Et si vous contrevenez à ces règles, vous êtes puni. Décharge électrique, suspension par les bras, par les membres, torture et chaise du tigre dans la majorité des cas. Sur laquelle donc, des hommes meurent à force d'être assis sans pouvoir bouger. Oui. Il y a très très peu d'images de ces camps. En voici une qui date de 2019. Vous estimez qu'il y a environ 1 million de personnes qui sont enfermées dans ces centres de formation, je mets des gros guillemets, ou d'éducation. Ça ressemble à ça. Il serait plus juste de qualifier ces établissements de camps d'internement. Il y en a, au vu des informations dont vous disposez, il y en a combien et pourquoi il y a si peu d'images? Comment les Chinois arrivent à quand même mettre un véritable couvercle sur ces images? On a très peu d'images, quoi. S'il y a 1 million de personnes, comparé au peu d'images qu'on a, c'est fou, quoi. Alors, il y a des centaines de camps, et jusqu'en 2016-2017, les autorités chinoises déniaient l'existence de ces camps. Et c'est par des photos satellites qu'on a réussi à prouver qu'il y avait des camps et des constructions de nouveaux camps. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une volonté de mettre la population ouïghour dans les camps. Enfin, la population, les minorités musulmanes dans le Xinjiang, c'est 11 millions de personnes. Et on considère, enfin beaucoup considèrent qu'il y a à peu près plus d'1 million de personnes qui sont
dans les camps. Donc Ils c'est sont considérable. condamnés, ils peuvent rester des 9 années mois, et des années. 12 mois, c'est une année, parfois temps d'être plus, rééduqué parfois plus, le et temps d'être d'être rééduqué, de couper complètement avec l'islam, avec sa culture, avec sa langue. Et après, lorsque les personnes sont libérées, elles doivent faire des stages. Et puis, il peut y avoir des personnes, des agents de l'État qui viennent s'installer chez vous pendant 2 ou 3 jours pour voir s'il n'y a pas un tapis de prière qui traîne, un Coran, pour voir si vous êtes vraiment dans l'idéologie communiste. Incroyable. C'est vraiment, c'est orwellien, quoi. C'est 1984 en réalité. Et on a parlé également, je parle sous votre contrôle, quelles sont les informations dont vous disposez, d'une politique de stérilisation des femmes ouïghours? Alors, nous avons naturellement collecté des allégations de stérilisation forcée, mais nous n'avons pas les preuves suffisantes, Amnesty International, pour en parler, pour publier un rapport là-dessus. Pour nous, ce sont des allégations très sérieuses, mais nous n'avons pas les preuves pour les publier. Vous avez des témoignages. Alors nous avons des témoignages, mais nous n'avons pas suffisamment de témoignages pour dire si c'est une pratique courante, si c'est vraiment un système organisé. Donc nous ne parlons pas de ça dans nos rapports. Excusez-moi, le rapport de l'ONU parle quand même de violences sexuelles également. Oui. Mais alors, nous avons également documenté quelques cas d'agression sexuelle et de viol, hein, notamment dans les camps d'internement, ou lorsque les agents de l'État viennent s'installer dans les maisons, dans les familles. Mais c'est très difficile de collecter ce genre d'informations. Hein, c'est très très compliqué. Et donc, nous avons quelques témoignages, effectivement, qui citent des violences sexuelles et des viols. J'aimerais vous montrer la réaction de l'ambassadeur chinois invité sur ce plateau, c'était début août, par Guillaume Serrin. Observez son attitude corporelle quand Guillaume Serrin pose la question, ose prononcer le mot ouïghour devant l'ambassadeur de Chine en France. Au sujet des Ouïghours, est-ce que le gouvernement chinois continue de nier ces camps de rééducation qu'on a vus ça et là en Chine? Tout ce dont on parle ici en France sont pour la plupart fake news ou mensonges créés par des forces anti-chinoises étrangères. Donc ça, c'était début août. Depuis, donc, il y a eu ce rapport très très important cette nuit. Les Chinois viennent de réagir, vous le disiez tout à l'heure, là, il y a quelques minutes, ils parlent de conspiration. Je vous lis, donc c'est le porte-parole chinois. Ce rapport est un ramassis de désinformation et un outil politique au service de la stratégie des États-Unis et de l'Occident qui vise à utiliser le Xinjiang pour entraver le développement de la Chine. Voici la réaction de la Chine. Qu'est-ce que vous leur répondez? C'est un tissu de mensonges, c'est des fake news? Les faits sont là, les faits sont là, les photos sont là, les témoignages sont là, les films vidéos sont là, tout est là. Les preuves sont collectées par les ONG, par des journalistes, par des parlementaires et maintenant par l'ONU. Donc voilà, les faits sont là. Donc il faut casser ce mur du déni et il faut vraiment expliquer ce qui se passe et il faut envoyer des observateurs indépendants pour prouver continuellement ce qui se passe dans le Xinjiang. Les faits sont là, ils sont incontestables. Et pour ceux qui, en vous écoutant aujourd'hui sur LCI, sont touchés par ce que vous décrivez du traitement réservé aux Ouïghours, comment agir individuellement? Alors, il y a plusieurs ONG qui font signer des pétitions pour que l'opinion publique s'élève contre ce qui se passe en Chine. Il faut faire attention à ce qu'on achète, effectivement, donc bien surveiller ce qu'on achète, mais c'est vraiment au niveau diplomatique, c'est vraiment de gouvernement à gouvernement, c'est vraiment au niveau de l'ONU qu'il faut faire pression pour que les choses changent. Espérons qu'elles changent un jour. Il y a combien de Ouïghours en France? Je crois qu'il y a 6 rescapés, c'est ça? Alors je ne sais pas le chiffre exact, excusez-moi, mais il y a une communauté, une diaspora assez importante ouïghour en France, en Grande-Bretagne aussi, qui font un énorme boulot de sensibilisation. Pardon ? C'est-à-dire combien de personnes? Je ne saurais pas vous dire, mais il y a des associations qui défendent, qui font savoir ce qui se passe et qui ont des parents qui sont dans les centres d'internement en Chine. Et ces gens-là sont d'un courage mais phénoménal parce que leur famille peut subir les conséquences de leur prise de parole en Europe. C'est pire que ça. Donc c'est vraiment un très grand courage. C'est pire que ça, c'est-à-dire qu'il y a des menaces explicites des autorités chinoises sur la famille de toutes les personnes qui aimeraient témoigner concernant ces centres. Il y a des agents des autorités du gouvernement chinois qui sont infiltrés dans les différentes diasporas. Donc c'est très compliqué, c'est vraiment d'un grand courage. Allez, on entendait tout à l'heure dans votre reportage une de vos témoins qui disait oui, mais on parle beaucoup de l'Ukraine. C'est vrai. Bon, un mot de l'Ukraine quand même. Après ces Ouïghours, l'Ukraine aujourd'hui, qu'est-ce qui vous inquiète le plus sur le sujet des droits de l'homme? C'est la continuation des violations massives des droits de l'homme, en particulier par les forces russes. Nous documentons depuis 6 mois des crimes. Nous avons publié 12 rapports sur des crimes de guerre qui sont commis par les forces russes, des bombardements à l'aveugle. Dans les villes occupées par les Russes, des villes russifiées comme Kherson, il y a encore des viols,
des faits, Il y a encore des crimes de guerre qui sont agressions. commis. Nous publions rapport après rapport, après avoir interviewé des gens, après avoir publié analysé des photos, analysé des preuves qui sont remises à la justice internationale le moment venu. Mais la situation est épouvantable et les crimes de guerre continuent. Et c'est une situation qui est épouvantable. Là-dessus, ça a vraiment choqué tout le monde, notamment dans la visite du président Macron qui allait, donc c'était au nord de Kiev. On se souvient donc d'une ville bombardée, de charniers et de femmes violées. Il y a une vraie volonté de l'armée russe, je parle encore sous le contrôle, de violer les femmes ukrainiennes. Est-ce que vous avez des informations là récentes dans d'autres localités, peut-être, je ne sais pas, dans l'est du pays, dans le sud? Il est très compliqué, encore une fois, en Chine, mais comme ailleurs, il est très compliqué de documenter des viols ou des agressions sexuelles. On sait tout ce qui tourne autour de ça. Nous en avons documenté un certain nombre dans la région de Kiev, dans les environs de Kiev, à Boutcha, etc. Nous ne savons pas aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens aujourd'hui, nous n'avons pas les informations suffisantes aujourd'hui pour dire que c'est organisé, que c'est systématisé, parce que là, on arriverait véritablement à un crime contre l'humanité. Dans l'échelle des crimes internationaux, on monterait d'une échelle. Nous n'avons pas les informations aujourd'hui à Amnesty sur la systématisation de ces crimes. Vous ne pouvez pas systématiser, mais il y a quand même eu plusieurs enquêtes de la presse française et internationale qui attestent qu'il y a eu des viols en série du côté de Boutcha. Ça existe, on peut le dire, c'est factuel. Je le dis. Ce ne sont pas les documents d'Amnesty, mais c'est probable. Oui, voilà, c'est votre rigueur, ça vous honore. Merci Monsieur Samouillet d'avoir été avec nous. On peut aller sur votre site pour voir tous les sujets, pour aller plus loin sur notamment les Ouïghours. J'imagine qu'on aura des informations. C'était très important d'en parler ce matin. Merci Paul, vous restez avec nous. On va tous les deux Merci de votre accueillir présence. nos chroniqueurs, bien sûr, du temps de l'info. À tout de suite.